de quelques nuances. Poursuivant ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce mercredi à Washington pour la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un pas décisif vers la fin des violences dans l'est du pays. Une rencontre tripartite aura lieu ce jeudi 4 novembre à la Maison-Blanche avec Donald Trump et Paul Kagame afin de sceller les engagements et fixer les garanties des mises en œuvre. Les détails avec Giscard Poussema et Faustin Massola. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Ils sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties s'accorder sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des 2 chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les 2 chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des 2 pays. Par cet acte, les 2 chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les 2 États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irrévocable. Et au moment où la communauté internationale s'active pour le retour de la au nord et au sud Kivu, la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda procède à la violation de la cessation des hostilités. Le porte-parole de la paix au nord et au sud Kivu, la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda procède à la violation de la cessation des hostilités. Le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, dénonce cette énième violation. On écoute. En ce moment crucial, où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi, décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de voter les accords de paix de Washington et de Doha
et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le président de la République vient de signer 2 ordonnances. La lecture avec le porte-parole adjoint, M. Roger Kalinga. Loi numéro 25/054 du 2 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Exposé des motifs. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours d'autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore établie, on sait que la situation sécuritaire dans l'Est, dans la partie Est du pays, demeure préoccupante. Il est d'une impérieuse nécessité de permettre aux forces de défense et de sécurité de la République de poursuivre sans désir les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent cette partie du territoire national et d'autoriser, par voie de conséquence, la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Loi numéro 25/054 du 2 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 3 décembre 2025 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclame l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, Belgique, le 2 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/287 du 2 décembre 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/054 du 2 décembre 2005 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2020, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République
démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/8 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/47 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Const 1550 d'ici mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 décembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, le 2 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 décembre 2025, cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà. Merci beaucoup, M. Rouget. Au cœur d'un débat budgétaire sous haute attention, l'Assemblée nationale poursuit l'examen du budget 2026 dans un climat marqué par des interrogations sur la prise en compte des réalités régionales face aux inquiétudes suscitées par une possible marginalisation du Nord et Sud Kivu. Le député national Jean Baleke se veut rassurant. Ces provinces ne sont pas oubliées. D'autres précisions avec Karen Kankolongo. Le député national Jean Baleke, élu de Kabaré et membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale, a tenu à clarifier les informations faisant état de l'exclusion présumée du Nord Kivu et du Sud Kivu dans le budget 2020. Selon lui, ces provinces sont bel et bien intégrées dans les rubriques des recettes et des dépenses. Le gouvernement national compte toutes les charges de ces deux provinces. Les charges liées aux rémunérations des fonctionnaires de l'État, aux rémunérations de nos enseignants, aux retraites sociaux qui sont effectués en faveur des provinces et des entités territoriales décentralisées, même aussi les charges liées aux opérations militaires. Il reconnaît toutefois une baisse de recettes due à l'insécurité persistante dans certaines zones sans pour autant affecter les dépenses engagées, notamment les opérations militaires. Jean Baleke invite les populations à se référer aux sources officielles pour éviter les malentendus et appelle au calme dans les territoires concernés. Par ailleurs, dans les Bazouélé, l'honorable Ngueya Dala Jean Trésor a salué PDL 145 territoires dans sa circonscription, notamment les constructions d'écoles et des centres de santé. Le chef de l'État, c'est un bon architecte. Chez moi, dans la province de Bazouélé, on construit 35 centres de santé, presque à phase finale de la construction. Il y a 42 écoles construites sur les PDL 145 territoires. 65% sont déjà en pied d'œuvre. Il appelle toutefois le gouvernement à renforcer la visibilité de ses actions pour consolider les acquis du programme présidentiel.
Parlons de cette nouvelle étape décisive dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le projet de loi portant reddition des comptes 2024 est passé ce lundi entre les mains du Sénat pour une seconde lecture déterminante. Après son adoption à l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement, sous la direction de son président Jean-Michel Sama-Lukonde, a ouvert l'examen du texte avant de le renvoyer à la commission ECOFIN. Janine Kalenga, Julien Pianet, bienvenue au Salah. En seconde lecture à la Chambre haute du Parlement, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances, exercice 2020 présenté par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, au cours de la plénière dirigée par le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, déclaré recevable par l'Assemblée nationale lors d'une plénière. Les députés nationaux l'ont examiné en première lecture. Au Sénat, suite à une motion de procédure proposée par le sénateur Bossio Claude, à l'assistance, le débat n'a pas eu lieu. Le vote de la majorité a prévalu sur celui des opposants. Le projet a été renvoyé à la commission ECOFIN et mixte paritaire pour d'éventuels ajustements. Et donc nous allons vers la majorité des pour et des contre pour pouvoir décider. En réalité, je comprends qu'il y en a quand même plusieurs. Mais la majorité des pour l'emporte sur la majorité des contre. Et donc, je reviens sur mon article pour dire que cette majorité est en pour, la motion de l'honorable Bossio est adoptée. Devant les parlementaires, l'Argentier national a articulé son exposé autour des 5 points, notamment les contextes de l'exécution du budget 2024 et les observations du gouvernement. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024 se présente dans l'excédent dépenses de la manière. Budget 2024 et les observations du gouvernement. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024 se présente dans l'excédent dépenses de la manière sur une prévision de l'ordre de 44 milliards 410. Les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2024 sont chiffrées à 35 milliards 514 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 79,97. Faire face à la situation de mobilisation des recettes en atteignant un niveau de mobilisation de plus de 95% face aux assignations budgétaires qui ont été prévues, qui certes sont des minima à réaliser. Il convient de noter que la reddition des comptes constitue une étape essentielle dans la gestion des finances publiques, car elle permet au Parlement et à l'opinion publique d'apprécier la manière dont les ressources de l'État ont été collectées et dépensées. Et dans une démarche qui traduit la volonté du gouvernement d'accélérer la transformation du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce mardi au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration pour une inspection. Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce mardi au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration pour une inspection de haut niveau. En véritable chef d'orchestre de l'action gouvernementale, elle est venue jauger l'efficacité de cette agence stratégique. Emmanuela, commissaire, et Djokou. Concentrée, les yeux rivés sur l'écran, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, entourée de membres de l'APCSC, observe les chantiers du pays, routes, ponts, zones d'extension urbaine, tout s'affiche en temps réel. Cette visite au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, acteur clé dans la gestion de grands contrats nationaux, avait pour objectif de s'informer sur le suivi des conventions entre l'État et ses partenaires et de saluer les avancées, notamment dans la révision des accords avec la Chine. Pour moi, c'est vraiment le rôle que vous êtes censé jouer pour la connectivité du pays dans le cadre du suivi des projets d'infrastructure, parce que sans connectivité, on n'aura pas de développement et il faut que le travail se fasse correctement, raison pour laquelle j'ai insisté qu'on puisse vous remettre dans vos droits, que vous puissiez jouer votre rôle compte tenu de notre cadre institutionnel, de nos lois et règlements. Et donc, je pense qu'on a des résultats à atteindre. La vision du chef de l'État, comme je l'ai dit, c'est la connectivité. Et c'est avec ça qu'on va développer le pays. Donc moi, je compte sur vous.
Un moment historique, selon les présidents du conseil d'administration, Claude Momba Kabassou, qui souligne le soutien direct de la première ministre aux missions de la PCSC. Une visite symbolique qui scelle un engagement renouvelé entre la primature et l'agence pour un suivi plus rigoureux de grands projets du pays. Kinshasa ambitionne de devenir un hub continental de règlement des différends liés aux investissements en misant sur sa position géostratégique et les réformes en cours. Le ministre Julien Paluku a plaidé en faveur d'une représentativité de l'Afrique centrale encore très absente à ce niveau stratégique. L'argumentation de la RDC repose sur 12 piliers dont la sécurité juridique, les engagements internationaux et l'attractivité économique du pays. Diane Balaka et Eric Kabamba. Après avoir noué des partenariats majeurs, la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape vers son intégration dans le commerce mondial. Kinshasa se positionne désormais pour accueillir le bureau régional Afrique du Centre consultatif pour les règlements des différends entre les investisseurs et les États. La candidature officielle de la RDC a été déposée lundi dernier, 1er décembre 2025 à Paris, auprès du secrétariat général de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Une mission confiée au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, en marge de la 3e réunion d'opérationnalisation de ces cadres consultatifs. Pour Kinshasa, ce dossier repose sur une vision claire, faire de la RDC un pôle d'excellence en matière de droit commercial et des règlements des différends sur l'ensemble du continent africain. Julien Paluku souligne par ailleurs que l'Afrique centrale, jusqu'ici non représentée à ces niveaux, mais aujourd'hui d'abriter ce bureau stratégique. L'argumentaire congolais s'appuie sur 12 piliers solides articulés autour du potentiel géostratégique du pays, de ses réformes en cours et de son engagement pour la sécurité juridique des investissements. Par cette démarche, il continue de renforcer sa diplomatie économique et commerciale, déterminée à devenir un acteur incontournable du commerce international en Afrique. Promouvoir l'inclusion financière des femmes, tel est l'enjeu de la 2e édition de la rencontre d'exception qui ouvre ses portes demain mercredi à Pullman Hotel, un forum initié les femmes d'exception du Congo qui réunira les experts de haut niveau pour inspirer, former et renforcer les capacités des participantes dans le domaine financier. Edith Chala. Cette 2e édition de la rencontre d'exception placée sous le thème inclusion financière répond au plan d'action 2000-2025 de l'Association Femmes d'Exception du Congo, FEDEC en sigle, qui dirige Lydie Omanga Dihanju. Dans un contexte marqué par des inégalités persistantes dans l'accès aux ressources financières, l'autonomisation économique de la femme est une condition essentielle à la souveraineté économique nationale. Elle est aujourd'hui au cœur du développement économique et social de notre pays, au point de constituer un levier indispensable pour réduire les inégalités, stimuler l'entrepreneuriat et permettre à chaque citoyen, notamment aux femmes et aux jeunes, d'accéder aux opportunités offertes par la croissance numérique et économique. Cette 2e édition d'exception qui s'ouvre ce 3 décembre 2025 est une occasion pour des personnalités impactantes de partager leurs expériences. Lydie Omanga et l'association Femmes d'Exception du Congo FEDEC souhaitent créer un espace de dialogue et de réflexion autour des mécanismes qui favorisent l'accès équitable aux services financiers bancaires et alternatifs. Le docteur Adesina, président honoraire du groupe de la Banque africaine de développement BAD, partagera son expérience, particulièrement celle du programme AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa, qui constitue une référence mondiale en Afrique. D'autres invités, comme la ministre du Genre, Famille et Enfants, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le ministre des Finances, sont attendus à ce forum qui se tient à Pullman Hotel ce mercredi 3 décembre 2025. C'est un nouveau souffle pour l'agriculture en République démocratique du Congo grâce à un don de 12 millions d'euros du Royaume des Pays-Bas. Le secteur agricole de Walikale dans le Nord Kivu va bénéficier d'un appui conséquent. Une délégation conduite par le député national Willy Meshiki a visité les équipements et matériels agricoles prêts à être envoyés dans cette zone. Bobo Anan Mokonti.
National Willy Michiki a visité les équipements et matériels agricoles prêts à être envoyés dans cette zone. Bobo Anan Mokonti. Avec sa terre arable, il est temps que les sols congolais prennent sa revanche sur le sous-sol. 12 millions d'euros d'investissement pour booster les secteurs agricoles, levier majeur du développement durable de la nation congolaise. Séjournant aux Pays-Bas, l'honorable Willy Michiki a eu le privilège d'inspecter les équipements et matériels agricoles destinés à la République démocratique du Congo, aux économies issues des revenus parlementaires locaux avec l'appui des institutions financières. La mission du Pays-Bas consistait à visiter les équipements et matériels agricoles qui doivent être déployés à Walikale dans des projets de développement des fermes agricoles et aussi d'élevage, mais aussi nous pensons à commencer quelque chose autour de Kinshasa. Ce n'est pas possible. La ville de Kinshasa, qui a 17 millions d'habitants aujourd'hui, continue à importer plus de 60% des denrées alimentaires. Nous allons mettre fin à ça et nous que la technologie hollandaise est la meilleure pour répondre à cette question. L'honorable Willy Michiki s'engage ainsi. Nous pensons que la technologie hollandaise est la meilleure pour répondre à cette question. L'honorable Willy Michiki s'engage ainsi aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour répondre à la question de l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Et la RDC passe à la production artisanale, à la production industrielle. Un pari gagné pour cet élu de Walikale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire en RDC. Et face à la vétusté des infrastructures de transport, des produits pétroliers et aux défis liés à la sécurisation de l'approvisionnement dans la zone ouest du pays, la ministre d'État en charge des hydrocarbures s'est rendue à Mwanda dans l'objectif d'évaluer la situation sur le terrain et échanger avec les opérateurs locaux pour trouver des solutions durables. Edith Chala. Arrivée lundi 1er décembre 2025 dans la province du Congo central, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubola, est allée présenter ses civilités, administrateur du territoire de Mwanda, où elle a profité d'échanger aussi avec les membres du CCTM. Première étape de sa mission, la patronne des hydrocarbures a visité les installations de la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR. Dans son mot de bienvenue, le directeur général a remercié la ministre d'État pour cette première visite, qui est le plus grand parc des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Une visite guidée au port, la zone de la raffinerie, avant de l'inauguration du nouveau parc du GPL. Nous sommes dans une visite, une mission officielle. Bien entendu, nous sommes associés. Le gouvernement a diligenté depuis près d'1 an une mission d'audit de la société. Donc il était pour nous des bons aloi de faire cette descente de terrain pour vérifier les difficultés que rencontrent les auditeurs et essayer de voir dans la mesure du possible trouver des solutions idoines quant à la problématique. Vous savez que les infrastructures que nous avons actuellement, que ce soit le pipe ou le mode de camion, est dans un état solide. Et nous pensons que le gouvernement a des perspectives de pouvoir redynamiser, développer ces infrastructures pour que cela réponde finalement aux besoins de la population. Après cette étape, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, va visiter les installations onshore et offshore de l'entreprise pétrolière Perenco. Et vers une agriculture plus structurée et inclusive en République démocratique du Congo, les coopératives agricoles sont désormais au cœur de la République. Le ministre d'État au développement rural, Grégoire Mouchaël, a donné le go à ces travaux. Le secteur agricole demeure le principal pilier de la relance du développement en République démocratique du Congo et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a bien résumé en cette volonté de prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Mais le constat est que 65% de la population rurale vit en dessous du seuil de pauvreté selon les statistiques du Plan national stratégique de développement 2024-2028. Et pour identifier les principaux problèmes des sociétés coopératives, les acteurs impliqués dans le développement des différents secteurs réfléchissent autour de la question au cours d'un atelier ouvert mardi 2 décembre à Kinshasa sur la structuration et l'accompagnement des coopératives en République démocratique du Congo. Cet atelier est organisé par le ministère du Développement rural
avec l'appui du Fonds social de la République démocratique du Congo, afin de trouver un modèle d'entreprise coopérative comme facteur majeur dans la réalisation du développement économique et social. Nous parlons de coopératives multisectorielles et valantes, parce qu'ils peuvent travailler dans tous ces secteurs et se mettre ensemble, créer des emplois là, chez nous. Chez nous, c'est où? Au village. La structuration et l'accompagnement des coopératives se fait dans un cadre précis. C'est dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture. Le rôle du Fonds social de la RDC dans le cadre de ce programme, c'est d'être le gestionnaire fiduciaire qui accompagne la mise en œuvre de ce programme. Une feuille de route de développement de sociétés coopératives bien élaborée est attendue à l'issue de ces travaux de 3 jours, comme l'a si bien expliqué le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Mutombo Muchaïl. Lier le Grand Kasaï au reste du pays par route moderne, c'est l'ambition portée par le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, qui a lancé le week-end dernier à Chilenge les travaux d'asphalte de la RN2 sur l'axe Mbujimai-Bukavu. Les détails avec Eric Abamba et Robert Kalemba. Arrivé au Kasaï oriental dans la nuit du samedi, le ministre de ZTP a entamé sa mission le dimanche 30 novembre. À Mbujimai, il a procédé au lancement officiel des travaux d'attache du boulevard Laurent-Désiré Kabila avant de s'y rendre sur plusieurs sites érosifs majeurs de la ville. Sur le site du Ravemba, les travaux en cours ont permis d'éliminer totalement les fronts d'érosion, ouvrant la voie à l'aménagement d'une route moderne ainsi qu'à la création d'un nouvel espace réhabilité. Du côté des Moulamba Wampoi, l'avancée des érosions est désormais maîtrisée, l'avenue Salongo a été reconnectée et les opérations de stabilisation se poursuivent. Poursuivant sa tournée, le ministre John Banzalunda s'est rendu sur la route nationale numéro 1, Mbujimai-Kabea-Kamwanga. Sur place, il a annoncé l'accélération des travaux de la voirie, le renforcement de la lutte anti-érosive ainsi que la modernisation de la cité. Il a ensuite lancé à Chilenge de la RN2 Mbujimai-Bukavu, un axe stratégique pour l'intégration du Grand Kasaï au reste du pays. Constat que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, construit effectivement le pays. Nous sommes sur la route nationale numéro 2. Ce projet ambitieux vise à relier la ville de Mbujimai à la ville de Bukavu. Pour cette mission, le ministre était accompagné d'une délégation composée de responsables de services techniques de son ministère et du gouverneur de la ville de Mbujimai. Santé à présent, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, avec l'appui du gouvernement congolais, a lancé hier, lundi 1er décembre 2025, les activités la 37e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, placée sous le thème « Une riposte équitable pour une RDC sans VIH ». Cette journée a servi de cadre à un plaidoyer fort pour la mobilisation accrue des ressources financières en vue de renforcer la prévention, le dépistage et l'accès au traitement. Nicole Sesepoka. La situation du VIH-Sida en RDC est marquée par une épidémie généralisée persistante avec 26 000 nouvelles infections et 12 000 décès pour l'année 2025. Le gouvernement, à travers le PNMLS, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur d'une riposte équitable. L'équité, ce n'est pas un concept administratif. C'est garantir que chaque Congolais et chaque Congolais, où qu'il vive, puisse accéder au dépistage, au traitement, au soutien et à la dignité. Dans son intervention, la directrice régionale de l'ONU-SIDA a appelé à un engagement financier durable pour assurer la prévention et les traitements dont dépendent des centaines de milliers de vies. Aujourd'hui, alors que de multiples programmes font face à de graves pénuries de financement pour les activités critiques, des ressources humaines et alors que de multiples programmes font face à de graves pénuries de financement pour les activités critiques, des ressources humaines et les enfants, nous nous joignons au reste du monde pour élever nos voix dans le plaidoyer. Le sida n'est pas terminé, loin de là. Nous sommes très loin de là.
Cette journée a été marquée par une scénette éducative sur la lutte contre la discrimination et la visite des stands des organisations et partenaires qui interviennent dans la lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, dans un contexte où les atrocités des ADF continuent de meurtrir les populations du territoire de Lubero, un geste de solidarité Lubero et de Butembo, un soutien destiné à répondre aux besoins les plus urgents des victimes de cette barbarie terroriste. Eric Abomba. Plus de 30 000 $ américains, c'est l'enveloppe symbolique mobilisée ces jours pour assister les victimes des atrocités perpétrés par les terroristes des ADF en territoire des Lubero, dans la province du Nord Kivu, par le couple du ministre Julien Paluku Kaonga et son épouse Anouarit Makasi Kaonga lors de la célébration des 30 ans de leur mariage. Une assistance humanitaire remise ces jours en coordination de la société civile des Lubero et de Butembo. Parlant au nom des bénéficiaires, le président de la société civile du territoire des Lubero a remercié les bienfaiteurs pour ces gestes de générosité, tout en appelant les gouvernements congolais et les humains à suivre cet exemple pour venir en aide aux communautés en détresse. Vous venez de voir, c'est l'enveloppe nous offerte par le couple JPK, Julien Paluku Kahongia. Disons vraiment merci population du territoire de Lubero, plus particulièrement du secteur de Bapere et de la chefferie de Bassoir. Nous pensons que ça pourra servir de modèle ou d'exemple. Les autres partenaires ou bienfaiteurs pouvoir venir en aide à cette population qui a subi des massacres et d'autres problèmes en rapport avec la situation humanitaire. Ces attaques d'une également entraîné la fermeture de nombreuses écoles, paralysé des structures de santé et provoqué de l'incendie des centaines d'habitations, aggravant davantage la situation humanitaire dans la région. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'archevêque Eji Bayamampia Evariste. Il est président des situation humanitaire dans la région. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'archevêque Eji Bayamampia Evariste. Il est président des églises de réveil, en même temps président de la plateforme de confession religieuse. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Demain, le 3 décembre, la population congolaise est appelée à un jeûne national, confession religieuse confondue. Pourquoi demain et quel est le but de ce jeûne? Pourquoi demain, madame? Nous avons reçu dans ce pays des éminents serviteurs de Dieu. Il s'agit de pasteur Paola White, la pasteur de Trump, et l'archevêque Duncan Williams. Et de là, une recommandation nous était faite pour 52 jours de prière. Et là-dedans, nous avons choisi le 3 décembre. Pourquoi le 3 décembre? Parce que nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. Et il s'avère que le 4, le président des États-Unis, Donald Trump, a invité notre président, le président de la économique dans la région. Donc, nous, en tant que Congolais, nous disons, parce que c'est un élément qui contribue à la paix, venez, prions, afin que l'Éternel Dieu nous accorde une paix durable. Les modalités sont les suivantes. Pour ceux qui sont dans les provinces, ils dépendront des chefs d'antenne, donc des représentants. Nous qui sommes dans la ville-province de Kinshasa, tous, nous serons de 8 heures au Palais du Peuple, au chapiteau. C'est là que nous nous réunirons de 8h à 13h. Et pourquoi nous disons que c'est un jeûne? Parce que chacun de nous, le matin quand vous vous réveillez, vous ne prenez rien pour la cause du Congo, pour la stabilité de nos institutions. Disons que le Congo nous appartient et nous disons à Dieu à qui cette nation a été dédiée afin d'intervenir dans toutes les affaires qui se déroulent dans notre pays et partout où on parle de notre pays. Archevêque Évariste Eji Bayamampia, avez-vous un dernier message à lancer au peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment sur la RTNC? Le message, c'est un message d'espoir et nous disons qu'ensemble nous sommes forts, donc l'unité nationale est un élément capital. Et nous disons également qu'il y a lieu d'espérer et que nous
puissent porter la cause de la nation, que ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu et partout ailleurs, ensemble, nous serons devant l'Éternel le 3 de 8h à 13h, demandant à Dieu que la paix durable intervienne, que les décisions qui se prennent à Washington aillent pour le bien-être de la population, l'intégrité territoriale et la paix durable. Merci beaucoup, pasteur, évêque, archevêque. Merci et Jiba beaucoup. Mampia pour ce message de paix et d'espoir pour le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Amen. Et dans une démarche visant à galvaniser sa base et affirmer davantage son identité politique, l'Union sacrée de la nation relance un appel vibrant à la mobilisation autour de son pagne officiel dans l'objectif de renforcer l'unité, amplifier la visibilité du regroupement et consolider le sentiment d'appartenance. Un stock important est désormais disponible au siège de la plateforme située sur le boulevard du 30 juin. Rudis Kitutu. Des motifs éloquents qui résument les idéaux de l'Union sacrée de la nation sont imprimés sur ce pagne pour servir de mobilisation et de sensibilisation à Kinshasa comme en province. Le temps est donné par le secrétaire permanent de l'Union sacrée lui-même. À chaque sortie, il arbore les couleurs et l'effigie du président de la République et autorité de référence de la plateforme. Nous avons des insignes, l'Union sacrée de la nation. Lorsque vous allez dans plusieurs milieux, s'ils n'ont pas de képi, ils ont des insignes de leur parti, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ou que ce soit en Belgique. Ils ont des insignes de leur parti. Nous en avons les nôtres, et nous avons les pagnes. Et j'invite d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore fait, de se procurer un pagne de l'Union sacrée de la nation avec l'effigie de la haute autorité politique. Le premier stock de ce pagne, qui s'est vidé en un laps de temps, n'a pas couvert les besoins de tous les militants et sympathisants de l'Union sacrée. Pour donner la chance à chaque membre de l'Union sacrée de la nation de servir ses partisans, un nouveau lot est disponible. Des dispositions seront prises pour que des quantités suffisantes soient en province pour limiter les peines de membres des provinces d'acquérir ce signe identitaire de l'appartenance à l'Union sacrée. L'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo poursuit sa traque des irrégularités dans les grandes entreprises du pays. Ce mardi, son directeur général Miguel Cachal Katembe a mené une visite d'inspection chez Huawei dans l'objectif d'évaluer la conformité de la firme aux exigences de la loi sur la sous-traitance. Joël Makela et Diane Balaka. Contrôle sur la conformité, l'ARSP face à Huawei pour une sous-traitance transparente. L'objectif de cette présence du directeur de l'ARSP est de veiller l'alignement de cette multinationale aux exigences de la loi sur la sous-traitance. Miguel Cachal Katembe, directeur général de l'ARSP, est allé s'en assurer lui-même. Dans le couloir moderne de Huawei, une rencontre stratégique. Alex Dong, cadre de l'entreprise, accueille le patron de l'ARSP. L'entretien est direct, franc et focalisé sur un point: le respect rigoureux de la loi congolaise. So we just, because Mr. DG is first time come to our office, so I just make some brief introduction on myself and our company in the Congo Kinshasa. And we also should show that our regulation, internal regulation, and with our company in the Congo Kinshasa. And we also should show that our regulation, internal regulation, and our internal target to treat the compliance as the most important for our company. And we will do our best to follow the any local regulation and some other policy for to try our best to do that. Huawei promet des ajustements et l'ARSP veille au grain. Pour Miguel Cachal, l'enjeu est clair: appliquer la vision du président Tshisekedi Tshilombo en faveur d'un secteur privé structuré, équitable et profitable à l'économie nationale.
Promouvoir une culture de qualité durable dans le système de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de l'atelier renforcement des capacités des cellules internes d'assurance qualité organisé par le ministre de l'ESU avec l'appui de l'UNESCO. Cet atelier se cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Patricia Ungo, Christine Lenzo. À travers cet atelier de renforcement et innovation technologique, voudrait rendre opérationnelle cette vision nationale de 2014 du gouvernement congolais, celle de s'aligner sur les standards internationaux, de garantir la crédibilité des diplômés délivrés et de faire de l'enseignement supérieur un moteur de transformation, d'innovation et de compétitivité. Au nom du gouvernement de la République, je souhaite réitérer notre profonde gratitude à l'UNESCO pour son accompagnement constant, dont la présence et le soutien témoignent de la solidarité des relations diplomatiques et les partenaires bilatéraux œuvrant dans les secteurs de l'éducation, de la science et de l'innovation. La qualité n'est pas l'affaire d'un établissement isolé. La qualité est l'affaire d'une communauté tout entière. Voilà pourquoi ce processus qui se tient avec l'appui de l'UNESCO et du secrétaire exécutif de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire permettra de nourrir plusieurs plaidoyers au niveau national et contribuera également au renforcement du cadre réglementaire, à la consolidation du rôle de l'ANAQ-ESU et à la généralisation au renforcement du cadre réglementaire, à la consolidation du rôle de l'ANAQ-ESU et à la généralisation des évaluations institutionnelles, des leviers essentiels pour l'avenir du secteur. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la mission officielle en République démocratique du Congo du ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur qui a entamé ce lundi 1er décembre une série d'entretiens stratégiques pour consolider un partenariat militaire jugé essentiel face aux enjeux sécuritaires du moment. Il a été accueilli par l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Pueto, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs. Sur satellite, vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi, Diane Balaka et Edith Chala sous la direction et supervision de Jacques Abouaba. Gudul Bolia-Ilunga était à la coordination. Patrick Bapuila et Ramadan Po qui l'ont réalisé. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Robert Nda et GCC demain 7h. Serge Merlin Mata. Moi, je vous reviens très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.